Bonjour à toutes et à tous, bonjour dans cet hôtel de région magnifique où nous avons la chance de lancer Transformons la France dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Et bonjour Xavier Bertrand, vous êtes le président de la région Hauts-de-France. Merci d'être là pour une petite heure pour débattre de ces questions industrielles. Et bonjour à Nicolas Bouzou, l'économiste que vient de présenter Jean-Christophe Tortora, bien connu, directeur de la société d'études économiques Asterès. Alors, avant de démarrer le débat, peut-être quelques mots de contextualisation. Le hasard de l'histoire a voulu que cet événement se déroule le jour où M. Macron goes to Washington. Alors, M. Macron à Washington aujourd'hui, il va faire quoi? Il va défendre les intérêts de l'industrie française à un moment où, et européenne, à un moment où le contexte est en train de changer de façon assez cruciale, voire inquiétante. Et je pourrais qu'on en parle évidemment aussi, parce que il faut regarder souvent, on dit il faut regarder le verre à moitié plein, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer dans l'économie qui nous conduisent quand même à regarder les choses de près. Deux choses peut-être à avoir en tête, une crise énergétique. On est dans une région qui a subi la première crise, la grande crise énergétique des années 70. On sait quel impact ça a pu avoir, hélas, sur ces industries. Et aujourd'hui, au moment où, on va en reparler, se recrée une dynamique, il ne faudrait pas qu'elle soit arrêtée par le fait qu'on paye l'énergie 5 fois plus cher qu'aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais peut-être mettre en évidence, c'est qu'il y a également, dans ce moment où la guerre redémarre aux portes de l'Europe, dans le monde, une tentation protectionniste très forte. Et si le président de la République va aujourd'hui à Washington, c'est aussi parce que on voit bien que les échelles de grandeur sont en train de changer. Aux États-Unis, ils mettent 369 milliards de dollars d'argent public pour acheter américain. Ça veut dire avec l'effet de levier de l'argent privé, on est sur un plan à près de 1000 milliards de dollars de soutien de l'industrie made in America. America first, comme disait un ancien président. Donc, je pense que ce contexte, il faut qu'on l'ait en tête au moment où on veut réindustrialiser et on veut essayer de remettre la France sur le bon rail. Alors, pour commencer ce débat, peut-être, Nicolas, j'aimerais que vous nous brossiez le tableau général, la photographie. Est-ce qu'on est sur le chemin de la réindustrialisation? Et est-ce que ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, c'est-à-dire cette prise de conscience de la souveraineté comme impératif catégorique est suffisamment prise au sérieux? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Alors déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la réindustrialisation, ça se joue maintenant. C'est en ce moment. C'est en ce moment qu'on a une fenêtre de tir, pour deux raisons. La première raison, c'est que les technologies nous le permettent. Aujourd'hui, la robotisation, le numérique, l'intelligence artificielle, l'imprimante 3D, ce sont des technologies qui permettent de réindustrialiser les pays développés, y compris ceux qui s'étaient beaucoup désindustrialisés, ce qui est le cas de la France. Donc vraiment, notre obsession, ça doit être de se dire, mais comment est-ce qu'on permet aux industriels d'accéder à ce capital, d'accéder à ces technologies? Ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle on a un coup à jouer en ce moment en matière de réindustrialisation, c'est ce qui se passe en Chine en réalité. C'est-à-dire que moi, tous les industriels que je vois, au fond, il y a 15-20 ans, quand ils devaient mettre en place une nouvelle unité de production, ils ne se posaient pas trop de questions. Dans l'aluminium, dans l'acier, dans le ciment, etc. Ils disaient, on va aller en Chine. Aujourd'hui, plus personne ne veut aller en Chine. Pour des raisons évidentes. La Chine est dans une espèce d'impasse économique. Elle a soumis son économie à la politique zéro Covid et à d'autres choses. Donc, le choix de localisation aujourd'hui, c'est plus Occident contre Chine, c'est États-Unis contre Europe. Et c'est ça ce qui est en train de se jouer en ce moment. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'industrialisation, c'est possible. La mauvaise nouvelle, c'est que les Américains l'ont parfaitement compris et ils l'ont mieux compris que nous. Et c'est ça l'un des enjeux du voyage présidentiel. Mais en fait, ça fait quelques semaines qu'on voit ça, depuis cet été, depuis le fameux Inflation Act, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, qui est un plan de subvention, au fond, à la transition, aux industries de la transition énergétique et écologique. Et les Américains, ce qu'ils font, c'est très simple. Ils donnent de l'argent aux entreprises. Et ils en donnent énormément. Nous, on donne beaucoup d'argent aux ménages. C'est bien, hein, il faut le faire, mais on oublie un peu les entreprises. Eux, leur idée, c'est de se dire, on a pris un peu de retard en matière de transition énergétique et écologique, on va mettre le paquet, notamment par rapport à l'Europe. Donc il faut vraiment qu'on ait absolument ça en tête, parce qu'on est un petit peu naïf sur ce sujet. Et dernière chose, avant de laisser la parole au président, mais pour faire le lien peut-être avec ce qui va être dit par la suite, je regarde de très près ce qui se passe dans la région des Hauts-de-France.
il y a deux choses, moi, qui m'intéressent particulièrement. Il y a bien évidemment la question des gigafactories, parce que, je le dis sans flagornerie, et on peut discuter de tel ou tel point de détail, mais je pense que c'est grosso modo le modèle que l'on doit suivre en Europe. C'est-à-dire, au fond, tout le monde se met ensemble, le public, le privé, les gros industriels, les vieilles boîtes, les nouvelles, etc. Et on essaie de faire quelque chose d'intelligent sur notre sol. Je vais vous dire, la voiture électrique, on peut être pour ou contre, mais le chemin qui a été pris, il a été pris avec tellement d'ardeur que on y va, quels que soient les obstacles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose, c'est toute la logique des infrastructures, le canal Seine-Nord, etc. Pourquoi je pense que c'est très important? Parce qu'on a aujourd'hui aussi une révolution logistique, avec une remise à niveau nécessaire de nos infrastructures. Et quelque chose qui m'inquiète en France, c'est que je me dis parfois, mais notamment par rapport aux activistes, on l'a vu à Sainte-Soline, mais est-ce qu'on va pouvoir faire de nouvelles infrastructures? Et parfois, j'ai un cauchemar dans ma tête, mais un vrai cauchemar. Je me dis, on fera plus jamais une infrastructure dans ce pays. C'est pour ça que je suis ça de très près. Et donc, je trouve que ce qui se passe dans cette région peut nous servir d'exemple en France et en Europe, mais il faut vraiment qu'on se retrousse les manches. Et je le redis, c'est maintenant, c'est pas demain que ça se joue, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Merci Nicolas de ces mots et de cette présentation. Alors Xavier Bertrand, je crois que le cadre est tracé. Je voulais vous interviewer, Roger, sur deux points. Votre regard national et international sur ce qui se passe, bien sûr, parce que je pense que vous avez évidemment, comme tout le monde, mais peut-être particulièrement de votre poste d'observation, un certain nombre de choses à nous dire sur ce qui est en train de se produire. Puis ensuite qu'on parle de cette troisième révolution industrielle, REV 3, dont on est en train de voir les fruits se produire. Hein, on les a cités, il y a les gigafactories, il y a la logistique. Mais cette inquiétude, effectivement, il ne faudrait pas qu'on arrête, au moment où ça va mieux, ce chemin qui est tracé. Alors, il y a tout d'abord des messages à passer pour celles et ceux qui nous entendront, pour les décideurs, au niveau international, donc européen, au niveau national, et il y a ensuite ce que l'on fait, nous, au niveau régional. Déjà au niveau international, Nicolas l'a bien souligné, la partie qui se joue en ce moment est clé, et je le dis très clairement, on ne fera pas sans l'Europe, on ne peut pas faire sans l'Europe, on ne veut pas faire sans l'Europe, mais il faut que l'Europe en arrête avec ce péché de naïveté, et il faut aussi que l'Europe décide bien et surtout très vite. Nicolas l'a expliqué à l'instant, aux États-Unis, ils savent décider clairement, vite, et il ne faut pas beaucoup de temps entre le moment où on a l'idée, où ça devient réalisation. On prend l'exemple des voitures électriques. Monsieur le président Biden a dit, il y a des aides aux voitures électriques à condition que les batteries soient produites aux États-Unis. Ça s'appelle comment, ça? Protectionnisme? Non, je ne sais pas, c'est pas un quiz, mais protectionnisme, préférence. Vous voulez que je vous dise? Il a raison. La seule chose, c'est que s'il a raison de le faire, pourquoi nous, en Europe, nous ne le faisons pas? By European Act? Mais pourquoi on ne le fait pas? Dans un excellent article de la Tribune qui l'explique, je vous recommande de mais pourquoi on ne le fait pas? Mais probablement parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Les Chinois mettent en place des taxes à l'importation. Ce n'est pas des barrières, hein, c'est juste des taxes. La question, c'est pendant combien de temps on va continuer à prendre conscience qu'un bras de fer ne se joue pas avec le petit doigt. C'est ça le fond du problème. Les Américains le font, c'est leur droit. Mais alors on fait la même chose en Europe. Il y a des taxes à l'importation pour rentrer en Chine, alors il y a des taxes à l'importation pour rentrer en Europe. Rien de plus, rien de moins, parce que je pense qu'à partir du moment où l'Europe déciderait de le faire, les autres changeraient de stratégie et changeraient certainement de politique. Alors pourquoi on ne le fait pas? On va aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que tout le monde joue le jeu en Europe. Et tout d'abord, il faut que nos amis allemands jouent le jeu, et jouent ce jeu-là, parce que pendant quand même bien longtemps, il faut aussi le dire, ils étaient pour qu'il n'y ait pas le moindre mesure qui rende difficile l'accès, parce que les Allemands sont quand même les champions de l'exportation, c'est ce qui tient aussi beaucoup leur industrie, et ils voulaient continuer à vendre prioritairement Mercedes, Audi, BMW, en Chine et aux États-Unis. Le chacun pour soi, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins bien habillé, ça ne peut plus fonctionner. Parce que derrière, c'est une question de survie de notre industrie, pas seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour l'ensemble des pays. On est un peu dans un échange, hein, donc s'il y a quelque chose qui choque l'un ou l'autre, ça m'intéresserait justement qu'on puisse très clairement débattre. Donc il faut qu'il y ait cette volonté politique, et que les Allemands comprennent également qu'on ne peut pas continuer
une forme de chacun pour soi, plus ou moins habillé dans des grands discours européens. L'autre exemple, c'est la question de l'énergie. Les 200 milliards d'euros mis par le gouvernement d'Olaf Scholz sur le bouclier énergie, c'est la fin du marché européen tel qu'il existe, mais c'est aussi une mauvaise façon faite à l'ensemble des autres pays. C'est une façon de favoriser outrageusement l'industrie allemande, et pendant ce temps-là, on a nous les Français qui sommes coincés parce qu'on n'arrive pas à obtenir de l'Union européenne le même type de dérogation que l'Espagne et le Portugal qui nous permettrait d'aider nos entreprises à faire face à la crise que nous traversons. Et je le dis, la France est aujourd'hui coincée parce que, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle doit se battre davantage, parce que quand il y a un bouclier tarifaire national qui est mis en place, il permet d'obtenir une économie de 20 à 25% sur la facture. Quand la facture a été multipliée par 5 ou par 6, honnêtement, ça ne fait pas la maille. Problème. Ça ne fait pas la maille. Ça peut aider certaines industries électro-intensives, mais ça n'aide pas tout notre tissu, des artisans, des commerçants, des TPE et des PME. Si je vous dis cela, c'est parce qu'on a besoin de ces combats au niveau international et au niveau européen. Et enfin, il y a un autre aspect qui n'est pas du tout du protectionnisme, sur tous les discours écologiques et sur la nouvelle approche que nous devons avoir, disons aussi les choses très clairement. On peut continuer à faire tous les efforts que l'on veut, mais c'est la même planète. S'il y a des pays qui continuent à produire et à polluer comme avant, nous ne réussirons pas à inverser la tendance et on pourra faire toutes les COP du monde, ça ne changera absolument pas. Et là, encore une fois, je suis au niveau international et au niveau européen, la taxe carbone qui va exister aux frontières de l'Europe, c'est pas une blague, mais c'est dérisoire. Pourquoi ? Ce sont les Allemands qui ont voulu que ce soit limité à 2 secteurs, notamment le ciment et l'acier, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que ça n'est pas une véritable taxe carbone aux frontières de l'Europe. Et les pays qui polluent outrageusement, la Chine, l'Inde, les États-Unis, vont pouvoir continuer à le faire de la même façon. C'est là où on a vraiment besoin de prendre conscience, la naïveté terminée, et on a besoin d'engager un vrai bras de fer politique. Parce que ma véritable crainte, et je rejoins, c'est pas la première fois, Nicolas, c'est que moi je crois qu'il y a cet impératif de réindustrialisation qui commençait à s'engager. Mais il y a aussi très clairement derrière cela la question de l'énergie. Le problème, c'est que les nouvelles vagues de délocalisation ne se feront pas au profit de l'Asie. Parce qu'il y a un autre phénomène sur la Chine, c'est l'évolution politique. Parce que l'évolution politique, quand vous investissez, vous n'investissez pas 1 000 €, mais des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros. Quand vous dites que du jour au lendemain, on peut vous dire, tiens, c'est terminé, maintenant vous êtes nationalisé dehors, vous n'investissez pas cet argent. Donc je pense qu'il y a une nouvelle donne, mais les vagues de délocalisation, si nous ne réagissons pas très vite, se feront au profit des États-Unis et plus au profit de l'Asie. Or, on a tous les atouts en Europe pour pouvoir profiter de cette nouvelle donne, mais il faut aussi très clairement qu'on avance en PAC, qu'on décide bien et qu'on décide très vite. D'où l'importance du voyage actuel. Il est important le voyage. Vous savez, bon, je ne suis pas un soutien du président de la République, ça n'a échappé à personne, mais après ce qui s'était passé avec les sous-marins, au bout d'un moment, on ne peut pas rester fâché en permanence. Vous savez ce que l'on dit en matière de diplomatie, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts, et les intérêts français, c'est la première des... Surtout que les sous-marins, ils vont peut-être revenir chez nous, en plus. Oui, je ne me du tout. Pas mais fait, bon, mais... ouais, c'est loin d'être fait. En plus, à l'époque, on a été maltraité, méprisé, et un allié des États-Unis comme l'est la France ne peut pas être traité comme ça. Donc il faut y aller. Il faut y retourner. Je pense que c'est avant tout des bonnes images, mais c'est aussi un message qui est clairement adressé. Et puis, il y a la question aussi, on le voit bien aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays occidentaux doivent aussi travailler ensemble, parce que derrière, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a une forme d'affaiblissement des valeurs occidentales et que nous devons nous prendre conscience que l'on parle de la même chose, bien souvent avec les mêmes mots, qu'il peut y avoir des fâcheries, mais elles n'ont pas le droit d'être autre chose que passagères. On va passer au Route de France dans 2 minutes. Quelques commentaires de Nicolas. Ouais, trois remarques. Première chose, on est sur un chemin de crête, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire valoir nos intérêts, c'est clair. Donc, si les Américains subventionnent leur industrie, on doit subventionner notre industrie, mais sans tomber dans le protectionnisme. C'est ça la difficulté, parce que si on tombe dans le protectionnisme, in fine, tout le monde sera perdant, parce qu'on va réduire nos marchés à l'exportation. Donc là, il faut être assez fin et pas passer d'un excès à l'autre. Première remarque. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, dans ces cas-là,
on fait un bonus pour les voitures électriques si les batteries sont produites en Europe. Oui. Non, mais honnêtement, je pense qu'on y va. Je pense qu'il y a quand même un déclic aujourd'hui dans les élites c'est la bonne, européennes réponse à ce qui se passe aux pour aller- États-Unis, pour aller dans puisque cette eux direction. demandent que tout soit produit Pas aux plus, États-Unis. pas moins. Non, non, mais Pas je- plus, pas moins. Non, non, mais plus, je suis pas OK moins. avec ça. Deuxième remarque, la question fondamentale de l'énergie. En effet, s'il y a des délocalisations de l'Europe vers les États-Unis, ce sera notamment pour des questions énergétiques. C'est la raison pour laquelle la question de la sécurisation de nos approvisionnements énergétiques, la question des EPR en France, il faut commencer très vite. Les EPR, l'électricité qui sortira des EPR, ce ne sera pas dans 3 ans, ce sera dans longtemps. Mais pour les industriels, c'est très important d'avoir cette vision-là de long terme. Troisième. Sur le deuxième point, je ne prends pas votre boulot. Il y a Hein. aucun- Votre boulot, hein. Xavier, il n'y a pas de problème, je peux vous laisser. SMR également. Oui, bien sûr, je mets les SMR dans le... Oui, alors je parlais des EPR. EPR, on va dire... SMR, c'est un peu plus loin. On va- Ouais, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus petit, mais c'est aussi une réponse Ah, bien sûr. encore plus globale. Non, non, complètement, bien sûr. En plus, il y a beaucoup d'innovations et il y a des entreprises françaises qui innovent dans les SMR. Et troisième sujet, je sais que le président y est attaché, mais c'est fondamental en France, et là on a énormément de progrès à faire, la question de la simplicité. C'est pas possible qu'aux États-Unis, on mette 3 ou 4 ans pour faire une usine et qu'en France, ça mette entre 5 et 10 ans. C'est pas possible. Et donc, il faut qu'on avance là-dessus. Et ça m'inquiète beaucoup, y compris politiquement, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, on va réindustrialiser, tout le monde est d'accord, et de l'autre, dire, bah écoutez, c'est très compliqué, il y a des recours juridiques, etc. Donc, cette réindustrialisation, en fait, elle se heurte à un mur qui est vrai. l'impossibilité normative en C'est France. vrai, mais Je vous assure qu'on ne s'est pas concerté ce matin. On ne s'est pas vu. Ok. Mais on va jusqu'au bout du raisonnement. Quand il y a eu l'après-Covid et la volonté du président de la République avec l'opération de Choose France, qui l'a amené à venir bien souvent dans les Hauts-de-France, parce que chaque année, ce n'est pas moi qui l'indique, mais je parle sous le contrôle des responsables économiques qui sont ici présents, Philippe Ourdin, Jean-Pierre Letartre, la région des Hauts-de-France est chaque année sur le podium sur les implantations industrielles, et notamment la première sur les créations d'emplois dans le domaine industriel. Bien. On a mis en place, nous, dans la région, un contrat d'implantation pour gagner du temps. Mais donc, j'avais téléphoné aux responsables européens des entreprises pharmaceutiques qui sont dans la région, en indiquant il y a une volonté de faire revenir de l'industrie, et vous-même qui êtes déjà ici, pourquoi ne pas vous développer? Quelle a été leur réponse? Mais le discours du président Macron est très bien, sauf qu'ensuite, rien ne change en France, notamment dans la place et dans le poids des administrations. On va produire davantage chez vous, recruter chez vous, mais ça sera toujours le même parcours du combattant pour être autorisé à être sur le marché et avec des tarifs de prise en charge qui sont ridicules par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que si on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement, comme le dit Nicolas, on pourra dire on vous accueille à bras ouverts, on a des infrastructures qui sont de qualité, on a de l'énergie qui est bon marché, mais derrière, c'est le même parcours du combattant. Tant qu'on n'ira pas jusqu'au bout de cette simplification, nos discours resteront bien souvent trop court par rapport aux vrais besoins des entreprises. Mais ce n'est pas seulement aussi d'être à bras ouverts pour celles et ceux qui viendraient de l'extérieur. Il faut aussi penser à ceux qui sont là, qui veulent aussi s'étendre. Moi, je crois aussi beaucoup au développement économique endogène. Et la vérité, c'est que dans certains pays, c'est le tapis rouge. Chez nous, ça reste quand même le parcours du combattant. merci beaucoup Xavier Bertrand. Restez avec nous. Je vous propose de faire une toute petite pause. On va parler maintenant beaucoup des Hauts-de-France. Restez avec nous Xavier Bertrand. Nicolas, merci de ce témoignage, de ce dialogue qui était vif et passionnant. Et on passe à la séquence suivante.